Salut à tous, dernier épisode Movie Star. Je vous l'avais dit, finalement on irait jusqu'à Roubaix. J'ai changé d'avis par rapport au round et j'ai pas arrêté PCM malgré tout suite à ce qui s'était passé avec ce plus 5 de notre ami IGC. Ouais, je vous propose un tour du Pays Basque et Paris-Roubaix pour terminer en beauté cette série. Alors, l'objectif du sponsor sur le Tour du Pays Basque m'a incité à le jouer, puisque, tout comme en Catalogne, on nous demandait la victoire, carrément, la victoire au classement général, et ça, du coup, c'était beaucoup plus excitant, par exemple, qu'un top 3 ou un top 5, qu'on aurait été quasi certain d'obtenir. Surtout que, bon, j'ai pris le Tour du Pays Basque, vous reconnaissez la version, hein, c'est la toute dernière, en fait, hein, c'est le 2021, avec un contre-la-montre comme ça, qui arrive à Bilbao, pour la première étape. Attention à la bosse finale, elle pourrait faire mal à l'arrivée, même si c'est plutôt des qualités de rouleur qui vont être privilégiées sur les 3 quarts de ce profil. Et voilà, on est parti. Alejandro Valverde en termine modestement sur ce contre-la-montre. On se doute bien, il est intéressant, hein, ce profil. Il est très intéressant parce que dans la toute première partie, cette ascension-là, qui comporte certains forts pourcentages, on sent venir qu'il y a honnêtement de vraies différences à faire pour certains grâce à leur belle note de montagne. Et après, il y a une partie roulante en faux plat descendant qui est assez longue. Et donc, Hirschi ne fait pas un temps dégueulasse, mais il ne fait pas non plus un temps phénoménal. Je pense que Higuita a les moyens. Il a été préparé pour ça, Higuita. Regardez, il a son joli maillot de champion du monde. Bah oui, en ITT, puisqu'en fait, l'année qui avait précédé, il avait été battu par Alaphilippe sur la course en ligne, mais ouais, j'ai joué avec la Colombie, et Higuita était le champion du monde du contre-la-montre, et aussi un chrono, en fait, avec des pourcentages, hein. Évidemment, on n'a rien sans rien. Donc voilà, Higuita, donc, finalement, est très très armé, hein, sur ce genre de... avec ces notes-là, etc., et il est bien armé sur ce type de profil, donc à voir un petit peu quelle peut être la gestion. Je rappelle qu'il a été programmé, lui, sur cette saison. C'est simple, hein. Higuita, c'est premier pic pour le Tour du Pays Basque. Auparavant, il n'était pas du tout sous pic de forme. C'était Mas et Soler qui s'étaient un petit peu partagé les pics pour essayer d'assurer sur le mois de mars. Et puis après, dans quelque chose que je ne jouerai jamais, il y avait évidemment Higuita sous pic au Tour de France. Voilà. Il hérite en plus d'une forme du jour là sur cette première étape qui n'est pas mauvaise, plus 3, franchement ça permet de faire des miracles, hein. Et voilà, ici ça va tourner encore un petit peu, puis après on tournera à gauche pour aborder la petite côte finale qui a quand même du pourcentage, hein. On dépasse les 10% à certains moments, hein. Donc elle est pas à négliger. On peut faire un effort maximal sur la toute fin et ainsi obtenir un plutôt très bon temps, je dirais. Actuellement, à ce stade-là, il est top 5. Il est même devant Remco Evenepoel ou Rohan Dennis, pour prendre certains exemples. Puis après, il y avait aussi la question de Soler. Soler pouvait éventuellement être notre deuxième option sur ce Tour du Pays Basque, pour peu qu'il ait quelques formes qui ne le désavantagent pas trop. Je pense à un -3 ou un -4 inopportun qui pourrait tout casser. Mais donc, je n'exclus pas à la limite que Soler puisse jouer un rôle. Dans les tout derniers partants, vous avez entreaperçu Warren Barguil. Voilà, Soler va en terminer. Lui aussi, on peut lui faire un effort maximal à la toute fin, en tout cas maximal. Essayer de profiter de la barre, voilà, un maximum. Lui aussi fait top 5 pour le moment. Quelqu'un comme Maximilian Schachmann va en terminer également. Voilà. On a aperçu Yates, Thomas de Ghent. David Gaudu pourrait être dangereux, mais pas sur le CLM. Par contre, regardons de près ce qui peut être proposé par Geraint Thomas, et pas que, vous allez voir. Donc, défaillance, hein. Pour certains, là, on l'aperçoit, Gaudu, quand il est comme ça, c'est défaillance sur la toute fin, il manquait de l'énergie. Geraint Thomas, en revanche, a été bien géré. Il ne fait pas de faux pas sur cette première étape. Tom Dumoulin tient pour l'instant le général. Pour ce qui est de Tadej Pogačar et Primož Roglič, ils en terminent. Au final, Buchmann aura été bon également. Et on peut noter quand même que
ouais, quand on voit un trio Dumoulin, Thomas, Roglic pour cette première étape, on se dit déjà que je suis bien content d'avoir limité les dégâts avec Higuita. Et Soler n'est pas encore éliminé du général. Hein. Il y a encore quelques étapes assez amusantes à jouer. Voilà, donc Tom Dumoulin. Alors celui qui m'inquiète le plus, évidemment, dans le trio de tête, c'est Primoz Roglic. Parce que autant je me doute que Dumoulin et Thomas, je peux arriver à les faire sauter à certains moments, autant pour Roglic, c'est jamais sûr qu'on puisse le faire sauter en fait. Il est tellement fort, avec 81 partout là, c'est assez... enfin partout où ça compte pour les épreuves par étape. Donc voilà, on se retrouve sur une étape 2 qui, elle, propose un type de profil, c'est marrant, je me souviens, Astana avait joué un rôle dans cette fin d'étape là, il y a quelques semaines, ils avaient joué un rôle en envoyant un des leurs, je me souviens, et en ayant aussi un petit peu accéléré dans la descente là. Ils avaient joué un rôle sur cette étape-là. Est-ce qu'il en sera de même? En tout cas, nous, on est prévenus. On sait qu'après la dernière difficulté du jour, il y a une jolie descente et il y a également une petite bosse pour arriver. Donc, on sait un peu comment jouer ce truc-là sur PCM, à savoir soit tenter une petite attaque dans la descente, mais après, il faut avoir de la barre pour assurer. Soit, et pour même récupérer tout en continuant à appuyer très fort. Soit attendre un peu et attaquer au meilleur moment. Voilà, ça dépend un peu aussi du comportement des autres. Donc ici, on essaie de maîtriser un petit peu cette montée finale. Vous voyez, il y a quand même un rythme non négligeable qui est mis par certains. Voilà, Tige Benoît qui attaque ici, non loin du GPM. Dumoulin est bel et bien présent. Ce n'est pas sur cette étape-là qu'on le verra craquer. Thomas est présent, Roglic également, Buchmann qui avait fait le même temps qu'Higuita sur le prologue est aussi de la partie. Et puis là, j'ai tenté une petite attaque avec Higuita. Vous voyez, il y a un groupe là qui est quand même sur le point de se reconstituer à l'avant. Mais il y a peut-être 20 secondes, on va voir. Est-ce qu'il y a une cassure qui peut amener à quelque chose sur ce coup-là, ou est-ce que ça va se regrouper dans la descente? C'est toute la question. Higuita... j'insiste un peu avec lui parce qu'il est en très très grande forme ce jour-là, donc pourquoi ne pas tenter le coup, hein. On peut tenter dans la descente, on voit que ça s'est regroupé derrière, mais que la roue d'Higuita a été lâchée par ses poursuivants immédiats, donc il y a peut-être quelque chose à mener au bout. Là il reste un peu moins de 3 km, Dumoulin mène la chasse de manière folle. Ouais, là ça sent plutôt bon, là on voit la petite 200 mètres d'écart entre Higuita et ses poursuivants, mais attention, ça remonte. Est-ce qu'on va se faire recroquer ici? Ouais, c'est possible de se faire croquer ici. On voit Pogacar et Alaphilippe sur la gauche de la route. Non, ça va. On ne sera pas repris. Higuita conserve sa petite avance suite à cette attaque en fin d'ascension, et voilà comment on s'impose. Surtout, ce qui est intéressant ici, c'est les bonifications, parce que Pogacar et Alaphilippe ont moins performé sur le CLM initial, et donc ça permet à Higuita de se rapprocher au général. Vous voyez, il est qu'à 8 secondes de Tom Dumoulin à ce moment-là. En gros, il a passé Roglic, et parfois 2 petites secondes peuvent s'avérer décisives dans l'optique du général final. À voir donc. On observera Mathieu Van Der Poel aussi, qui a très très bien résisté. Tige Benoît, pas mal du tout, mais après ces deux-là ne sont pas présents sur les 16 premiers du général, puisqu'ils avaient trop perdu de temps sur le CLM de l'étape 1. Voilà. Donc, une petite victoire, ça fait toujours du bien. Maintenant, on vise autre chose. C'est surtout le général. Donc, il va falloir essayer de grignoter des secondes un petit peu par-ci, par-là. Étape 3, alors celle-ci présente une grosse difficulté sur la toute fin. Et donc, on pourrait assister à une grosse explication entre favoris sur la montée finale. À voir ce qui va se produire. On va... il y a des pourcentages noirs. En fait, le début est vraiment excessivement difficile. Très très jolie étape, hein, IRL. Je me souviens avoir vibré devant notamment le mano à mano Roglic-Pogacar, si je ne m'abuse. C'était assez intense. En fait, ce Tour du Pays Basque 2021, je l'avais trouvé assez joli.
même si bon, les esprits chagrins estimeront que ça finissait toujours plus ou moins pareil et qu'on en a marre de ces deux Slovènes, mais moi personnellement j'en ai pas marre du tout. Je les trouve très très forts et tant qu'il n'y aura pas eu des contrôles qui pourraient éventuellement nous apporter la preuve du contraire, je ne vois absolument aucune raison de douter des performances de ces deux Slovènes. Juan Denis roule très très fort pour le compte d'Ineos. Oui, on n'a pas encore évoqué Egan Bernal et Ineos en général, ni Geraint Thomas, pas plus que ça en tout cas. Thomas est encore placé, hein, il est encore deuxième au général, donc il faut le prendre en compte. On voit qu'ensuite ce sont d'autres équipes qui décident à ce moment-là de rouler. Je vous rappelle toujours que quand vous voyez Nippo Delco qui fait l'effort, c'est parfois parce qu'ils ont une idée derrière la tête pour Van Der Poel. Enfin bon, quand même, sur ce coup-là, ça paraît pas vraiment pour Van Der Poel, c'est arrivé. Honnêtement, allez, Juan Denis encore qui fait un gros effort. Il y a Borans Grohe aussi qui avait pas mal travaillé. Voyons un petit peu où cela peut nous mener. Nous, on reste, vous voyez, un petit peu caché là, en 7-8e position. Protégé, évidemment. Solaire est également protégé. On va essayer de ne pas se faire surprendre sur le début de l'ascension finale, parce que la route pourrait se rétrécir. Et donc, toujours être vigilant sur ces situations-là. Voilà, retourner à droite. La route se rétrécit-elle ? Oui, elle se rétrécit, donc il ne fallait pas être piégé à cet endroit-là. Roglic choisit de placer une accélération. On a Alaphilippe qui est bien dans sa roue. Attention, Buchmann a suivi. Thomas également. Dumoulin semble ne pas avoir suivi de la même façon. On va donc essayer de revenir au train sur tout ça. Les pourcentages qui sont absolument affreux. Vous voyez ici, là, on avait tutoyé le 15-20% pardon, à un moment. Les pourcentages sont très très difficiles. Et on est placé, on va continuer à aller à l'effort curseur, on va pas s'affoler. Par contre, il faudrait peut-être un petit peu monter l'intensité. Voilà, on va déborder ici par la gauche. L'effort a été produit par certains. Je sacrifie Hirschi, il n'y a pas de problème. À partir du moment où c'est la victoire finale qu'on veut, là, il faut pas lésiner. Regardez, on va se faire surprendre par un très bon Pogačar. Mais Higuita est quand même dans le bon wagon, avec Adam Yates également, qui a fait ici une très très belle fin d'étape. Après, Adam Yates, c'est moins grave, parce que il n'est pas aussi dangereux au général que peuvent l'être certains autres. Van Der Poel quand même, il fait top 20 là-dessus, donc comme quoi, c'est quand même les capacités de punch qui étaient évaluées ici. Voilà, Pogačar qui s'impose vraiment magnifiquement. Il m'a surpris, pour être franc. Il m'a surpris. À un moment donné, j'ai voulu garder encore de la barre, parce que je connaissais pas l'étape. Enfin, je la connaissais pas sur PCM. Et je crois que j'aurais dû maintenir le sprint, en fait. C'est une petite erreur, mais après, petite erreur quand on n'a jamais joué. Des fois, on a besoin de reconnaître un peu le tout détail de l'étape, quoi. Et c'était un petit peu ce qui m'est arrivé sur ce coup-là. Au général, du coup, il y a eu récupération de petites bonifications par le biais de cette troisième place pour Higuita, qui du coup maintenant est positionné à 4 petites secondes de Dumoulin. Oui, de bonnes performances de certains. On voit notamment Kwiatkowski aussi qui était bien placé sur cette arrivée. D'ailleurs, au général, il n'est pas ridicule. 12e. Allez, on passe à l'étape suivante, donc la 4e. L'étape reine sera, que je ne me mélange pas les pinceaux, je crois que l'étape reine ce sera la 6e, tout simplement, la dernière. Donc, pour ce qui est de celle-ci, elle aurait un peu de ressemblance avec l'étape 2, c'est-à-dire qu'il y a comme ça 2 difficultés dans le final cette fois, et puis une descente, et peut-être possibilité pour celui qui se serait échappé, ou ceux qui se seraient échappés, de conclure sur le replat, peut-être par un sprint. On pense à des punchers ici, punchers qui passent bien, ça peut faire éventuellement l'affaire. Moi, je vais tenter d'envoyer Alejandro, parce que ça m'embête de terminer cette série sans avoir pu mettre en valeur le champion espagnol. On sait qu'il est il est vraiment sur le déclin, il est
très très faible par rapport à ce qu'on peut connaître sur n'importe quelle database si on commence une partie, parce que ces notes ont considérablement chuté, je crois, à 6 reprises depuis le début de la partie. Là, on est en 3e saison de partie, et même pas fini, hein, donc pauvre Valverde a vraiment décliné à la vitesse grand V. Par contre, avec ce retard au général, les espoirs sont permis pour ce qui est éventuellement de participer à une échappée. Donc, je n'exclus pas d'essayer... mais bon, on va privilégier le général quand même d'Higuita. Mais s'il y a une opportunité pour Valverde, on la prendra. On la prendra. Toutefois, ici, l'échappée, 1,50, franchement, avec tout ça à faire encore, on se fait pas d'illusions. Il risque d'y avoir une bataille entre favoris et il y a presque aucune chance pour les hommes de tête avec Wout Poels, avec Gorka Izagirre, on a Pichon et Carl Friedrich Hagen également. Ils vont être repris, c'est sûr, quoi. On va se faire croquer, regardez. Ça n'a même pas attendu la deuxième difficulté avant de se faire croquer. On se fait évidemment reprendre. Il y avait gros rythme dans le groupe des leaders, d'ailleurs dans le peloton on peut même dire, hein, puisqu'il n'y a pas eu de scission encore à ce moment-là. Voilà, il commence à y avoir des mecs qui lâchent un peu là. On est passé en dessous des 100 éléments sur le peloton. On va arriver au GPM, un peu plus d'1 kilomètre encore. Et en fait, ça n'aura pas explosé outre mesure dans cette ascension. Hein, on a contenu tout ça. J'avais aucune raison évidemment de faire trop d'efforts et de sacrifier trop de monde à cet endroit-là. Par contre, attention à la dernière difficulté du jour. On va essayer là encore de se positionner. Les pourcentages sont très élevés. Il va falloir se positionner à l'avant pour pouvoir réagir à toute velléité de départ d'un Roglic, par exemple d'un Pogačar, qui finalement n'est quand même pas si loin que ça. Même Alaphilippe, hein, attention. Donc, je décide donc de maintenir un certain rythme pour empêcher les autres d'attaquer. On a en plus la possibilité de se faire protéger. Là, c'est Valverde qui a terminé son boulot. Du coup, maintenant, c'est Hirschi qui va s'occuper de la protection. Hirschi, dans ma tête, sur cette saison-là, il avait vocation à briller sur les Ardennaises. Et donc, au vu du scénario de ce début de Tour du Pays Basque, aucune raison de le privilégier par rapport à Higuita, qui a quand même une note en montagne considérable. En plus, ça n'est pas le vrai Hirschi que nous avons là, puisque cette partie était démarrée en juin 2020 sur la DB par défaut du jeu. En tout cas, un peu retouché au niveau du nom des courses, mais pas retouché au niveau des notes. Et donc, on s'est fait un peu surprendre, parce qu'après tous ces efforts consentis, c'est Roglic qui nous a un petit peu contré, avec beaucoup de peine pour les uns et les autres, pour ce qui est de suivre cette offensive de maintenant Primož Roglic, qui a bien piégé Higuita. Est-ce qu'on va revenir ? Je ne sais pas si, à ce moment-là, on a vraiment intérêt à faire l'effort tout seul. Ça me paraît être une bêtise totale. Il vaut peut-être mieux attendre le groupe très fort derrière, avec Pogačar, Van der Poel, Alaphilippe. On aperçoit aussi Kwiatkowski. Ce groupe est très très fort. Il y a une vraie différence avec le groupe juste derrière. Ici, on aperçoit quand même de très jolis noms. Thomas et Dumoulin seraient peut-être piégés ici sur cette situation de course. Derrière, évidemment, on a nos Valverde, Hirschi, Betancourt, qui ont donné tout ce qu'ils avaient à faire. Et oui, j'ai attendu avec Higuita que le groupe Pogačar, Alaphilippe fasse l'effort nécessaire sur Primož Roglic, qui par contre lui est tout seul et risque de se fatiguer. Et 5 km, c'est beaucoup. C'est beaucoup 5 km, il y a encore moyen de voir des différences se faire, et surtout de récupérer Roglic. Et puis en plus, il y a une vraie cassure avec le groupe de derrière, à Oomen et Benoot qui tentent le coup. Oomen et Benoot, celui de Kwiatkowski qui tente le coup. Nous, il va falloir qu'on lance le sprint au bon moment. Et là, hop là, c'était peut-être le bon moment, c'est en fait le contre, contre sur les 3 hommes qui venaient d'être pris. Et cette fois-ci, il n'y a pas de doute sur la victoire d'Higuita. Elle est nette. Et surtout, il a devancé Van der Poel, qui était évidemment le client dangereux du groupe, avec Alaphilippe. Même si Pogačar a réussi finalement à passer devant Alaphilippe. Grosse cassure subie par le 3e groupe, on peut dire, puisque premier groupe, c'est Higuita solo. 2e groupe, ceux qui se sont battus. Et 3e groupe, ceux qui ont perdu pas mal de temps, dans l'optique du général toujours. Donc évidemment sur Pro Cycling Manager c'est facile de placer ce genre d'attaque
pile au bon endroit. L'IA va avoir souvent du mal à répliquer à cela. Donc on attend avec impatience les éventuelles évolutions de gameplay que nous proposera le prochain opus. Toutefois, voilà, le ménage a été fait pour Higuita qui prend ainsi 16 secondes sur Roglic. Pogacar se retrouve 3e grâce à sa belle étape. Même Omen, Benoît et Kwiatkowski ont subi finalement un écart de temps. Pour eux, c'est moins important. Par contre, le ménage a vraiment été fait au général. Et à ce stade-là, il n'y a plus que 5-6 hommes qui sont concernés par la victoire finale. Et encore, j'ai envie de dire. Ça peut se jouer vraiment vis-à-vis finalement des types les plus forts qu'on connaît. Donc c'est assez amusant quand même. Il y a une petite similarité avec des dominations qu'on peut connaître. Et pourtant, c'était basé sur les notes de départ, je vous dis, du jeu. Donc comme quoi, database ancienne n'est pas forcément vouée à mal évoluer avec le temps. Vous voyez, on est 1 an après. Et les plus forts, à part Higuita bien sûr, ok. Mais les plus forts sont à la lutte pour les premières places de ce Tour du Pays Basque. Tour du Pays Basque qui est toujours un grand rendez-vous sur Pro Cycling Manager, parce que il est très rare qu'on n'ait pas le gratin des coureurs par étape présents, et du coup ça donne toujours lieu à de belles explications. Là, vous voyez, sur cette étape 5, je sais que le général ne se jouera pas ici. Ouais, on a subi une chute malheureusement avec Soler, mais ça n'est pas très important. On a Kunzi Kunzi, ce jeune baroudeur suisse régène que j'avais réussi à signer l'année précédente, parce que j'avais envie d'augmenter la colonie suisse, ayant déjà quelques éléments intéressants. Et puis sinon, voilà, Soler est rentré, Valverde dans sa roue. On recale un petit peu tout le monde, voilà, on va pouvoir se reconcentrer sur l'échappée, qui ne prend pas non plus énormément de champ. Peut-être la faute à un écart au général insuffisant pour Hirschi, donc c'est peut-être ça qui condamne un peu l'échappée. Dommage, mais compréhensible. Que dire sinon que, oui, j'évoquais les notes qui évoluent. Bon, quelqu'un comme Higuita, vous voyez, s'il faut parler un peu de notes, je suis pas sûr qu'aujourd'hui on puisse le condamner en disant que c'est les notes qu'il a là au bout de, vous voyez, 2 ans et demi, donc ça voudrait dire qu'on est à la mi-2022 à peu près. Pour moi, rien ne dit qu'à la mi-2022, Higuita ne vaudra pas ces notes-là. Rien ne le dit, mais rien ne le dit pas, en fait. Il n'y a pas d'aberration à le penser. Ça s'épuise devant, à cause des GPM, bien sûr. On a l'habitude. Hop là, j'ai quand même tenu, juste pour l'honneur, à passer devant. Et puis, tant qu'à faire, puisqu'on a peut-être un coup à jouer ici, jouons-le à fond, même si on est à la minute. La minute sur les favoris, c'est quand même pas évident. Surtout qu'il y a des équipes qui ont intérêt à rouler. Au premier rang d'entre elles, et évidemment la Nippo Delco de Mathieu Van Der Poel, puisque cette arrivée au sprint, après quelques difficultés et une étape relativement nerveuse, elle est vraiment pour lui. Donc on va essayer de résister avec Marc Hirschi, c'est dommage. Dommage, mais on va se faire reprendre. Alessandro De Marchi, qui n'est pas avare d'efforts, qui est un mec super courageux, malheureusement ne pourra rien y changer. La collaboration n'aura pas suffi. Et là, je contre tout de suite, regardez. Je contre tout de suite avec Valverde, qu'on avait complètement oublié. Comment ça, Valverde ? Je contre avec Valverde derrière ses virages à gauche, virage à droite, ligne d'arrivée, oui, on l'a compris. À la surprise générale, et comme un coquin qu'il est, Alejandro nous offre un joli bouquet final pour cette partie. Allez, mince, quoi, il fallait quand même le respecter, ce Alejandro Valverde, parce que c'était quand même un drôle de type. Et là encore, je me fiche du passé pour ce coup-là. On s'en fout des années avant 2010. Faut quand même rendre hommage au mec, quoi. Allez, quelle régularité, quelle force, même si parfois on sait que les tactiques Movistar ont été totalement phagocytées par des choix de leader, des non-choix également, peut-être des atermoiements en interne, que peut-être que Valverde n'y est pas toujours pour rien, bref. Ouais, mais ça, c'est pas exactement. Donc, moi j'ai envie de dire, voilà, joli mon grand, merci, 41 ans, avec tes notes pourries, tu nous fais quand même rêver une dernière fois, et
Évidemment, c'est pas à la loyale, hein. C'est normal, c'est en surprenant tout le monde. Ça pouvait pas être autrement. Ça pouvait pas être autrement. Voilà, donc on l'a prise en opportuniste et on arrive sur l'étape reine. Alors cette étape reine, elle est très 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 intéressante, sans borne. Souvenez-vous, David Gaudu, qui se barre à un moment donné, qui collabore avec Roglic qui la lui laisse. Très très beau tour du Pays Basque. Moi, franchement, je l'ai trouvé magnifique, hein, celui qu'on a eu en avril dernier. Et on va voir un petit peu ce qui se passe. Les étapes courtes, finalement, c'est pas si mal parce que ça peut donner lieu aussi à des courses complètement dingues. Et donc, à voir. Enfin voilà, il n'y a pas de, on peut pas dire que c'est forcément moins bien parce que c'est moins long et moins dur, quoi. Finalement, la succession de difficultés, rien que sur une centaine de kilomètres, peut permettre de voir de jolies choses. En l'occurrence, là, pour ce qui est de cette échappée, moi, je me suis vite relevé avec Hirschi parce que j'estimais que il n'y avait pas matière à aboutir vraiment. Je trouvais ça déjà un peu avorté dès le départ. Là, j'avais pas envie de pousser plus loin avec Marc Hirschi. Donc, on se résigne. Hein, on a déjà eu 2 victoires avec Higuita et une avec Valverde. On va se résigner. Tiens, regardez Dumoulin, le pauvre, qui craque complètement. Déjà ici. Donc, quand je vous disais que ce prologue remporté par Dumoulin n'était pas très inquiétant, malheureusement, là, Dumoulin qui craque quand même assez souvent de cette façon-là, hein, même sur les tours d'une semaine. Hein. En tout cas, moi, c'est souvent ce que j'ai vu. Voilà. À l'opposé d'un Roglic, là, Pogačar, évidemment, ou Geraint Thomas, qui, eux, vont faire de la résistance. Mais alors là, par exemple, Dumoulin est rentré. Mais quand t'exploses déjà à 60 bornes de l'arrivée, ça veut dire que tu vas re-exploser dans pas très longtemps. Hein. Donc, il suffit juste de voir la manière dont les choses vont évoluer pour voir les types craquer au fur et à mesure. Ineos, quand même, fait un énorme boulot. Hein, il faut le dire. Gros boulot Ineos. Manifestement, ça a des idées derrière la tête pour Geraint Thomas. Donc, on va surveiller ça de près. Devant, Wout Poels, zéro chance. Ciccone, zéro chance. Ça roule trop derrière. Il n'y a rien à faire. Sauf si ça se calme. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Higuita, en tout cas, lui, n'a plus que 2 équipiers. Hein. C'est quand même à noter. Hein. Soler aura lâché progressivement. C'était pas son tour, Soler. C'était avant, hein, qu'il avait eu son tour, notamment du côté de la Catalogne. Et regardez-moi ça. Coup du sort. Alors ici, ça chute souvent, j'ai remarqué. C'est pas la première fois qu'on passe pile à cet endroit-là du côté du Pays Basque. Et souvent, il y a chute pile à cet endroit-là. Je ne sais pas si vous confirmez ou infirmez ce que je dis là, mais le passage à cet endroit est souvent tendu, et là, on en a quelques-uns qui sont restés sur le carreau. Est-ce que c'est rédhibitoire? Est-ce que Pogačar en sera impacté? Regardez, pas vraiment, puisque Pogačar, en fait, a vite réintégré le groupe des leaders. De toute façon, là, tout le monde se réserve pour l'ascension finale. Hein. Ascension finale, juge de paix, on a bien compris. Et nous, on va être dans cette optique-là, pas se consommer trop, rester juste dans le rythme, ne pas prendre trop de recul quand même par rapport aux premières places. Kwiatkowski qui roule à fond, c'est assez impressionnant. Je vous le disais juste avant, Ciccone et zéro chance. Ouais, ben à voir quoi. À voir, mais c'est parce que surtout je croyais pas en l'échapper, parce que pour moi, ce truc-là va réaccélérer et ça va pas être propice à ce que l'homme de tête, vous voyez, qui a 2,13, 2,08, 2,05, 2,02, ça chute dangereusement, il est en train de craquer l'homme de tête. Difficile de conserver son avance dans cette ascension. Regardez, et nous, on va pas se priver non plus d'accélérer, hein, dans la lignée de ce que font les autres, notamment Ineos 5 qui accélère pas mal à cet endroit-là. On va essayer de mettre sur orbite Higuita pour aller conclure avec panache ce tour du Pays Basque. Allez, l'échappée est presque repris, le pauvre. Donc, beaucoup d'efforts, probablement pour pas grand-chose. Il n'y a plus de soutien, j'attaque. Sans hésiter une seule seconde. Voilà. On attaque et on va jouer la fin, on va la jouer sur la barre jaune.
Voilà, jouer sur la barre jaune. Donc à fond, juste sur la barre jaune. Ça peut suffire, en fait, parce que les efforts ont été tellement violents que les autres n'ont peut-être pas plus d'énergie que Sergio Higuita devant, surtout que la fin est en faux plat descendant. Est-ce que ça va suffire ? Oui. Et derrière, quand même, 2 hommes forts de ce Tour du Pays Basque, Thomas, Roglic. Alaphilippe est présent. Van der Poel aura fort bien résisté dans cette ascension, c'est à noter, avec ses qualités athlétiques monstrueuses et sa note en vallon qui est quand même assez impressionnante. Et voilà comment se termine ce Tour du Pays Basque. On aura tout joué sur Higuita. Ça aura fonctionné avec une relative domination presque outrancière, on ose le dire, de Movistar sur ce Tour du Pays Basque. Ouais, mais en même temps, on a tout joué sur un seul homme. Il était sous pic. C'était vraiment un de nos objectifs primordiaux de la saison, en tout cas de la première partie de saison. Donc, logique, avec la bonne équipe qui l'entourait, logique que ça se passe de la sorte. Roglic et Alaphilippe termineront sur le podium du classement général de ce Tour du Pays Basque. Voilà, Pogačar 5e quand même, ça va. Et ben voilà, on notera la remontée dans le final de Tiesj Benoot qui finit quand même 10e. C'est sympa. Voilà. Et du coup, Higuita, il prend plusieurs maillots. Il prend aussi le maillot de la montagne. Il prend aussi le maillot par points. Tu m'étonnes, avec 3 victoires d'étape. Heureusement. Et une 3e place. Et voilà. Ainsi, tous les maillots pour Higuita. C'est une fin un petit peu en apothéose pour ce qui est des courses par étapes dans cette partie. Alors je pense que si j'avais continué, le Giro aurait été pas une formalité, mais en tout cas quand même bien prenable. C'était la team Mas qui aurait été envoyée, bien sûr. Je pense qu'en revanche, le Tour de France, on aurait largement pu se faire battre. Et la Vuelta, je pense que cette fois-ci, on se serait attaché à pas reproduire les erreurs de l'année précédente pour choisir un seul mec et ne pas naviguer d'un leader à l'autre pour ne pas se faire surprendre comme ça avait été le cas dans la partie l'année qui avait précédé. Voilà. Donc pour les courses par étapes, j'ai envie de dire que c'est pas très grave de s'arrêter là. Parce que encore une fois, l'équipe est déjà constituée et on a bien compris ce que ça pouvait donner, même si on joue quelques années de plus. Si on joue toujours avec les mêmes hommes, on va aboutir à de très bons résultats. Quelques-uns progressent comme Almeida ou Prieto. Voilà, donc sur le plan des objectifs, en revanche, hormis ces petits objectifs qui ont été remplis là jusque-là, on avait Paris-Roubaix, et puis c'est comme ça que je vais terminer cette série, c'est avec Paris-Roubaix, puisque en revanche sur les courses par étapes, sur les courses d'un jour, sur les classiques, c'est là que j'ai le plus de regrets d'arrêter, parce que je pense que ça aurait limite mérité de simuler massivement et d'aller à la campagne de classique de l'année d'après pour voir si la progression des uns et des autres pouvait, alors je pense à Garcia Cortina, je pense à Nowen, bien sûr, c'est lui qui est la valeur montante, mais même un petit Jacobs pour voir si Jacobs pouvait pas encore un peu progresser, même si je crois plus en Owen à ce stade-là, pour voir si ces types-là ne pouvaient pas nous réserver de belles surprises sur une saison suivante. Bon, ce sera pas le cas. Toutefois, on aura donc un leader ici. Ouais, les formes du jour sont pas terribles du tout. Dans mon plan de base, j'aurais aimé gagner le Tour des Flandres avec Garcia Cortina, on a vu que ça n'a pas été le cas, et l'année suivante, essayer de gagner à Roubaix. Voilà, c'était mon plan initial. Maintenant, on voit bien que le plan il s'est pas déroulé comme prévu, même si la saison d'avant, ça s'était déroulé comme prévu. C'était bien Gand-Wevelgem et GP de l'E3, donc ça va. Ça, c'était la première étape. La deuxième n'aura jamais eu lieu, donc c'est pour ça que j'aurais aimé tenter une saison supplémentaire, mais ce ne sera pas le cas. Et puis là, par contre, sur Paris-Roubaix, clairement, pour moi, Garcia Cortina à 0 de forme du jour n'est absolument pas le leader à privilégier. C'est clairement Nowen sur lequel il faut miser,
parce qu'il a une note de pavé qui est juste monstrueuse. Et il est desservi par sa note de plaine, Nowen, on aura l'occasion d'être dessus. Hein. Là, on s'intéresse déjà aux petits échappés qui partent dans un deuxième temps. On a notamment vu, outre Zdenek Stibar, un peu en régression au niveau des notes, à l'image d'un Valverde. Il y a aussi Mats Pedersen qui faisait partie du wagon de gens qui sont partis. Team CCC est encore dans la partie. Et puis Pedersen y a signé l'été précédent. Donc il y a quelques hommes à l'avant, à voir un petit peu comment est-ce qu'ils peuvent tenir, et puis surtout, qu'est-ce qui va se passer dans le peloton de favoris. C'est du Paris-Roubaix classique. Hein. Qui est-ce qui va rouler pour écrémer est-ce que le surnombre de certaines équipes ou leur estimation de domination potentielle va se matérialiser par des équipes qui roulent pour essayer d'éliminer massivement? On pense forcément à 3 équipes dans cette partie sur ce Paris-Roubaix-là. Les 3 équipes, pour moi, susceptibles de beaucoup rouler. Je citerai pas Bora Hansgrohe, qui ont Asgreen, mais pour moi, c'est pas eux qui sont à même de rouler le plus. C'est plutôt Deceuninck Quick-Step, bien évidemment, car ils sont assez forts. On a passé la trouée d'Arambert, toujours une 60aine derrière la trouée. Ça reviendra plus derrière, bien sûr. Puisque les seuls mecs qui peuvent s'ajouter à ce groupe-là, c'est ceux qui sont repris de l'avant. Et donc, outre Deceuninck Quick-Step, ceux qui paraissent avoir intérêt de rouler, c'est évidemment le Jumbo-Visma et éventuellement Ineos, parce qu'il ne faut pas oublier un truc dans cette partie, c'est que Gianni Moscon a bien évolué. Il a eu une belle trajectoire d'évolution, avec notamment une note en pavé qui est très respectable, au-dessus des 80, et une note de plaine, en même temps c'est Gianni Moscon. Hein. Gianni Moscon, c'est un coureur excessivement, on va dire, polyvalent, même si il a été un peu en demi-teinte sur l'année et demie ou les 2 années qui nous ont amenés jusqu'à aujourd'hui, à l'exception de ce petit sursaut là autour des Alpes très récemment. On avait vu du grand Gianni Moscon, mais pour moi, le coureur conserve encore un gros potentiel. Pour peu qu'il soit bien managé, pour peu qu'il soit bien entraîné, ce type reste capable de faire des choses sur divers types de terrains. Attention, ça sort. Pas se faire surprendre ici. Gianni Moscon est quelqu'un qui est capable d'être top 3 sur un Tour de Lombardie et également top 5 sur Paris-Roubaix. Il ne faut jamais l'oublier. Il est aussi capable d'être top 5 sur un championnat du monde qui était un des plus durs de ces 10 dernières années, probablement. Hein. Souvenez-vous la victoire de Pedersen qui tape Trentin, pour lequel Moscon s'était sacrifié. C'était sur le championnat en Grande-Bretagne, là, avant qu'Alaphilippe soit champion du monde, donc en 2019. Nowen, vous voyez, est le dernier rescapé de notre équipe, et on n'aura rien pu y faire. Peu à peu, les choses se seront décidées. Les mecs lâchent les uns après les autres, et certains paraissent un petit peu plus forts que d'autres. Sagan, Asgreen, Van Aert, Moscon, Van der Poel, Nassen, Christophe, Van Avermaet. Voilà ceux qui nous paraissent être très forts. Regardez ici, il va y avoir une sortie très intéressante, celle de Nassen, Moscon, Christophe, qui rejoignent ainsi l'homme de tête. Moi, je choisis, avec mon petit +2 de forme du jour, et mon coureur qui est absolument pas un cador, je choisis de rester avec Van der Poel, Asgreen, Van Avermaet et Wout van Aert. Parce que je me dis qu'il va y avoir un après, c'est sûr. Alors, est-ce que c'est une attitude trop frileuse ou est-ce que il fallait plutôt tenter ça? Ça, c'est la fin qui nous le dira. Toujours est-il que quand même, plus les kilomètres passent, et je ronge mon frein, je suis là, je me dis, mince, il y a un petit écart là qui est en train d'augmenter, là. Sagan, d'ailleurs, en a replacé une. L'écart est en train d'augmenter. Ça me fait flipper. Sagan, Moscon sont devant, avec Nassen, Christophe, ça s'est reconstitué. Et nous, derrière, en fait, plus ça va et plus on perd du terrain sur ces hommes-là. Donc là, je me dis, faut tenter ton Vatou, mon grand. Tente le Vatou. Déjà, je reviens sur Van der Poel, mais du coup, les autres reviennent sur nous. Donc, inopérant, inefficace, inutile.
Enfin, il fallait pas non plus se faire lâcher. Mais surtout, regardez, voilà, on bouge pas. On bouge pas. Du coup, il y a un moment donné où je vais me résoudre à accélérer. Alors, peut-être pas tout de suite. Je me suis dit que j'allais attendre le dernier passage ultra difficile. On va y arriver. On va y arriver. C'est dans qu'enfin en Pével, enchaîné avec le carrefour de l'arbre, en fait, hein, que je vais essayer d'aider ce groupe-là à peut-être faire le jump pour réduire cet écart et ensuite les pousser à rouler un peu plus. Regardez, voilà, on a fait un gros effort dans qu'enfin en Pével. Et il faut nous aider. Asgreen, il faut nous aider. Van der Poel, il faut nous aider. Ouais, c'est difficile. Devant, il y a Moscon même qui est allé de son attaque. Christophe semble un peu le moins fort des 4. Sagan et Nassen, en revanche, sont rentrés sur Moscon. Nous, on est à 1,30, on est enterré. On est enterré à ce moment-là. Et il y en a un qui commence à creuser légèrement, ou plutôt 2. C'est Moscon et Sagan. Moscon et Sagan qui sont... D'ailleurs, Sagan a du mal à rentrer sur Moscon. Les deux vont collaborer. Nassen derrière est un petit peu en difficulté. Christophe aura bien du mal à rentrer. Et derrière, on a perdu Van Avermaet, mais les 4 hommes collaborent. Enfin, moi je collabore plus en fait, parce que j'ai compris que c'était fichu. Et donc, je vais me résoudre à plutôt miser sur un top 5 potentiel, puisqu'il y a 4 hommes devant. On va essayer de s'économiser un petit peu, laisser les autres. De toute façon, ils nous ont pas beaucoup aidés, alors maintenant, je vais pas les aider à rentrer non plus. Moscon, Sagan devant pour la lutte, hein, on a bien compris. C'est à l'avant que ça se passe pour la victoire. Sagan, Moscon, qui va l'emporter. Attention, il y aurait peut-être un retour de Nassen, et là, bam, Gianni Moscon qui en plante une énorme attaque. Sagan ne peut réagir. Regardez, 25 secondes. L'histoire est dite. Probablement, on va monter peut-être à 30 secondes devant. Voilà. C'est fini. C'est fini pour tous ces hommes-là. Christophe semble 4e. Nassen ne pourra pas aider Sagan à revenir sur l'avant. Ou Gianni Moscon. Ouais, c'est dur quand même, il y a encore une vingtaine de secondes. Est-ce que Sagan va remonter sur un sprint complètement invraisemblable ? Eh bien non. Le vainqueur du Tour des Flandres, Peter Sagan, va s'incliner devant Gianni Moscon. Et par contre, Sagan aura fait le podium sur toutes les Flandriennes. Énorme. Sagan chez De Koning Quick-Step, ça fait des ravages. Ça fait vraiment très très mal. Et voilà. Il faudra se contenter d'un top 10 pour notre petit Nowen. Mais je trouve qu'en fait, avec ce top 10, le mec prend date pour la suite. Il prend vraiment date. Et du coup, c'est d'autant plus dommage que de ne pas pouvoir faire un Roubaix l'année d'après. Parce qu'il y aurait eu peut-être quelque chose de sympa avec le petit Emilio Nowen. Voilà, ce jeune Belge régène, probablement d'origine partielle italienne, vu son prénom. Donc voilà, 6e place pour Nowen. Il n'y a pas de quoi rougir. Et c'est comme ça qu'on achève notre campagne. Et on revoit ici l'endroit où tout se joue. Sagan est déjà devant en fait. Ici, là, c'est à 44 bornes de l'arrivée, voilà. Et derrière, c'est cette attaque-là. Celle-là, il fallait la suivre. Voilà. Enfin, après, c'est toujours pareil, hein. C'est après coup. Après coup, c'était le bon coup. Mais qu'est-ce qui pouvait garantir que c'était le bon coup ? Cette fois-ci, pas évident. Voilà. Donc, il y aurait plein de choses encore, mais ce ne sera pas le cas. Je vous dis encore à bientôt pour une petite vidéo sur Trek pour terminer l'année en cours. Et puis après, sinon, dès le 3 juin, on va passer sur PCM 2021. Voilà. Bye bye.